Voilà, on l'avait promis, Maître Hugo Bon-Kiambi est notre invité. On rappelle également qu'il est acteur et analyste politique, d'où, voilà, les téléspectateurs, c'est à moi qu'il faudrait appeler, c'est à moi qu'il faut passer des appels. On va laisser calmement notre invité. Bonjour Maître Hugo, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Un plaisir pour nous et surtout un honneur. Vous avez répondu à notre invitation, la nôtre, également celle de l'actualité, qui en quelque sorte nous impose de parler de ce qui va arriver demain. Et tout ça à cause d'une seule chose, la Constitution de la République. D'emblée, quelle lecture faites-vous de l'évolution de choses depuis que le président de la République l'a dit l'année dernière à Lubumbashi qu'il faudrait revoir la loi, vous, en tant qu'acteur et analyste politique, quelle lecture faites-vous de tout ça, du moment où le président l'a dit jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Déjà, j'aimerais planter le décor. Nous sommes dans un État démocratique. L'amour du pays veut que chacun de nous puisse réfléchir sur ce qui est bon pour le pays. Pour certains, la constitution actuelle a démontré ses limites. Il y a lieu qu'ils puissent connaître une relecture. Okay. Cette relecture peut être partielle, on parle de la révision constitutionnelle, comme elle peut être aussi profonde, on parle du changement de la constitution. Ces démarches sont démocratiques. Autant plus pour ceux qui ne sont pas d'accord. Okay. C'est aussi démocratique, effectivement. Donc, on ne peut pas empêcher un peuple de réfléchir sur ce test. Surtout qu'il y a des faits qui montrent que notre constitution appelle à être réadaptée ou appelle à être révisée ou réélue. C'est un peu ça. Ok. Vous pensez que ça relève de l'aspect démocratie que l'on ait justement ce débat autour de la Constitution? Est-ce que le moment n'est pas bien choisi? Parce que, vous conviendrez avec moi, dans 1 an et demi, Félix Tshisekedi devra constitutionnellement quitter le fauteuil présidentiel. Est-ce que c'est le moment de parler de ce genre de débat? D'aucuns penseraient que c'est pour prolonger son séjour à la tête du pays. Oui, c'est un peu là où on détourne le débat. Okay. Lorsqu'on fait un lien direct entre le changement, bien la révision de la Constitution et le mandat du président de la République. Okay. Je pense que dans la démarche de revoir la Constitution, il n'y a pas que le mandat du président de la République. Il y a beaucoup de situations dans la politique qui ne marchent pas. Alors, les politiques font directement un lien pour susciter la population, oubliant ou bien mettant de côté les biens fondés de cette démarche. Vous voyez-vous? Alors, si par exemple, nous optons pour la révision constitutionnelle, ce qui revient à dire que l'article 220 ne sera pas touché, lequel l'article a repris les dispositions verrouillées. Okay. Mais si le changement exige qu'on puisse toucher les dispositions verrouillées, rien ne nous dit directement que ce changement doit affecter le mandat du président de la République. Au fait, donc faire ces liens, c'est un peu faire ces liens, c'est pour une bonne consommation politique. C'est pour permettre à ceux qui s'opposent d'avoir une communication facile, mais c'est erroné. Mais on ne peut pas faire le lien direct. Ceux qui s'opposent se basent justement sur les propos de Félix Tshisekedi lui-même, avant qu'Ebenezer revienne également avec ses préoccupations. J'aimerais que l'on rappelle que je ne suis pas seul. Caméra sur elle. Voilà. Comme je suis là. Je suis la réponse. Je suis tranquille. Maître, elle est en train de noter. Elle va vous rentrer dedans, comme on le dit dans le jargon. Alors, j'étais en train de dire, ceux qui voilà, émettent ses avis, disant que Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir, il veut aller au-delà du calendrier constitutionnel, c'est parce qu'il a dit lui-même, écoutez, si le peuple me donnait ce 3e mandat, entre guillemets, j'accepterais. Comme pour dire, si on a une nouvelle constitution qui me permet de me représenter, je le ferai tout bonnement. C'est dans ce sens-là qu'on se dit, bon voilà, il va peut-être vouloir rester au pouvoir, c'est comme ça qu'il veut changer la Constitution. Alors, merci beaucoup. Je vais poser une question, je vais répondre moi-même. Qu'est-ce qui est plus suprême que le peuple? Même Dieu. La Constitution. À part Dieu, voilà, à part Dieu, même la Constitution peut se plier devant la volonté de la population. J'allais comprendre si le président de la République disait, au regard du pouvoir que j'ai l'armée, j'ai la police, je peux m'éterniser. Mais il se réfère au peuple. Et on ne peut pas aujourd'hui brandir quelques dispositions constitutionnelles et le mettre plus haut que la volonté du peuple.
C'est comme ça. Parce qu'on va en parler, l'opposition convoque une journée ville morte, c'est qu'ils consultent la population ou demandent à la population de manifester leur désapprobation. Et aussi, le président de la République peut demander à la population qu'il avait donné le premier mandat et le deuxième mandat, si vous aimeriez bien, par rapport à la vision que j'ai, je puisse continuer. Il n'y a pas plus suprême que la volonté du peuple. Et donc, pour consulter justement cette volonté du peuple, l'Assemblée nationale a déjà, on va dire, accrédité, passez-moi l'expression, la loi portant cadre organique du référendum. Et donc, on veut passer également par ce canal-là pour en savoir sur la volonté du peuple. Effectivement. Donc, parce qu'on devait se poser la question, comment consulter le peuple si ce n'est pas par voie référendaire. Alors, lorsque on met en place une loi, ce n'est qu'un cadre légal pour y parvenir. Donc, c'est vraiment dans la logique. Et surtout, remettre à la population, au peuple, sa souveraineté. Effectivement. Et on ne peut pas refuser au peuple de se décider si c'est son lendemain. Est-ce que, je reviens quand même sur cette question, plusieurs disent et pensent que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, le contexte de la guerre et autres, face aux défis que fait face la nation, c'est vraiment impossible de vouloir placer la question de la Constitution pour éviter les conséquences qui pourront demain nuire à la même nation. Merci beaucoup. La République démocratique du Congo est déjà victime d'une guerre d'agression. On n'aimerait pas la rendre davantage victime. Donc, s'il y a des initiatives qui peuvent être salitrices pour la République, on ne peut pas s'empêcher d'entreprendre cette telle démarche. Bon, les gens parlent de le temps n'est pas propice. Mais on doit l'entamer quand? C'est quand le bon moment? Après 2028, après les élections de 2028. Que la guerre ait pris ça aussi également. Reste, puisque l'on craint la balkanisation. L'on craint à ce que l'une de partis aussi importante du pays soit écartée dans ces processus. Merci beaucoup. C'est une crainte bien fondée. D'accord. Je pense qu'il faudrait lire cette loi cadre, qu'est-ce qui prévoit dans cette telle situation. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ni le projet, ni cette loi. C'est une question fondamentale. Ouais. Mais je pense que cette loi a rencontré ce genre de préoccupations. Je le pense. Okay. Même disons que ce n'est pas le bon moment, moi je ne pense pas. Donc, il n'y a pas un moment propice pour bien faire les choses. Le moment propice par rapport, Ben l'a dit, par rapport au contexte actuel, où il y a l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de notre pays depuis plus de 30 ans maintenant, voilà. Et que surtout les 2 dernières années ont été plus farouches avec l'occupation de Goma et Bukavu, par exemple. Pourquoi ne pas privilégier l'option du retour de la paix, on va dire, sur toute l'étendue du territoire national, que penser référendum, penser changement ou révision de la Constitution? En fait, ces deux démarches ou ces deux actions ne s'opposent pas. Donc, la restauration de la paix n'empêche pas qu'on puisse construire des routes. La restauration de la paix n'empêche pas que les léopards puissent aller aux Coupes du Monde. Alors, pourquoi ça empêcherait? La consultation de la population, c'est une question aussi importante. On va consulter cette population qui est sous occupation également. Bon, là, si c'est la CENI qui va conduire cette consultation, il va s'adapter. En 2029, nous avons organisé les élections dans une situation aussi. En 2019, vous voulez dire 19, comme en 2023. Okay. Nous avons organisé des élections dans un contexte de crise. En 2019, on a d'autres hommes de la République qui n'avaient pas participé à cette élection. Yumi Beni notamment. Tout et tout. Même si cette crise n'est pas égale à celle qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toujours des mécanismes pour voir comment faire participer la population. Mais dans l'impossible, on ne peut pas empêcher d'autres de s'exprimer. Alors, vous mettez un accent aussi important sur la population, en tout cas le souverain primaire. Eh bien, l'opposition de son côté joue sa carte, quand bien même étant une vieille carte, puisqu'on a déjà connu la carte de la ville morte déjà de demain, le 3 juin, mercredi. Est-ce que si demain,
la population, cette population sur laquelle vous vous reposez, arrivez à répondre à l'appel, vous vous sentirez aussi un peu interrogé pour vouloir reculer dans ce sens quant à l'avoir embrassé? Effectivement, si la population répondait. Mais déjà, avoir l'appel de l'opposition, ça fait pitié. Parce que je pense que la journée ville morte, c'est une expression de la population rejetant par exemple une position. Mais lorsque je lis les appels de l'opposition disant ceci, Batela Mutukanayo. Donc ils veulent réussir la journée ville morte, pas par une réponse volontaire de la population, mais par la peur. Quelqu'un qui ne veut pas voir son véhicule être caillassé va rester à la maison. Ce n'est pas parce qu'il a répondu à votre appel. Et c'est là où ils ont déjà échoué. Je me souviens, parce que, étant acteur politique, nous étions aussi dans l'opposition. Ah, vous étiez dans l'opposition? Oui, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'y êtes plus? Vous n'y êtes plus? Non. D'accord. Lorsque nous marchions, les menaces venaient de la police. Et nous, on bravait les menaces. Je me souviens quand on nous disait, avant Obima, t'as la photo, il y a Bananayo. En dépit de ces menaces, nous on sortait. Mais aujourd'hui, ceux qui devaient mobiliser la population à épouser leur cause, c'est eux qui menacent la population qu'Obimate Batela Mutukanao. Déjà, au vu de cela, on comprend déjà que ça ne va pas marcher. Et la population n'est pas avec... Donc vous voulez quand même dire que... Avec ces opposants. Qu'est-ce qui vous fait dire? Avec toutes ces têtes possibles, avec un Katumbi, avec un Fayoulou, un Sessanga et du reste, l'opposition ne fait pas le poids aujourd'hui face à Félix Tshisekedi, ni face à la majorité. J'aimerais répéter le mot du président de la République, l'opposition a pété. On sait les phrases. Mais puisque, est-ce que vous n'êtes pas en train peut-être de vouloir vous tromper sur une simple apparence, alors que vous ne savez pas de quoi elle est capable? Les donnes peuvent changer. Oui, je crois que la journée du 3 ne vient pas après un mois, c'est juste demain. On saura savoir si la population est avec nous et contre nous. Mais après, ce qui est sûr, c'est que la vérité, c'est qu'il y a une fissure sociale qui se voit autour de cette question. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a au moins des Congolais qui pensent que ce n'est pas opportun de changer la Constitution. Et que justement, même dans nos familles, dans nos cours, dans nos communautés, on sent vraiment que cette question divise. Est-ce qu'au nom de la cohésion nationale, on peut mettre de côté ça? On finit d'abord avec le mandat de Félix Tshisekedi calmement. Il y a alternance pacifique tel qu'il a été vécu en 2019. Comme ça, avec le nouveau régime, on pourra justement, d'entrée de jeu, avoir comme priorité le changement ou la révision de la Constitution. Au nom de la cohésion nationale, ne serait-ce qu'au nom de la cohésion nationale. Je pense que si nous ne partageons pas le même avis, ne veut pas dire nécessairement qu'il y a crise ou bien il y a fissure. Je le disais, nous sommes dans un pays démocratique. Et c'est même de la vitalité démocratique. Ah oui, une autre expression. De la vitalité démocratique. Donc c'est tout à fait normal que certains ne soient pas d'accord et d'autres soutiennent telle position. Nous trouvons c'est tout à fait normal. Et aussi longtemps que ceux qui s'opposent à emploi de voies démocratiques, de moyens démocratiques, par exemple l'appel à la ville morte. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Seulement, ce que nous le disons, c'est lui qui ne va pas répondre à votre appel, il ne faut pas caresser son véhicule, par exemple. Là, vous quittez la limite de champ tolérable. Donc, moi, je trouve que c'est un débat normal dans une démocratie. On ne peut pas parler d'un pays démocratique et avoir tous le même mot. Même le Christ, fils de Dieu et Dieu, n'a jamais fait l'unanimité. Alors, puisque vous le dites quand même, puisqu'on parle de cette opposition, devant vous, une opposition qui ne pèse pas, alors, que pensez-vous si peut-être l'opposition arrivait à changer des cartes? Si la ville morte n'arrivait pas à convaincre et on arrive à atteindre à notre niveau, question de vouloir toujours briguer ou soit refuser la voie. Ça, peut-être, serait la première quant à c'est. La seconde, vous allez quand même affilier. Quelle est la priorité aujourd'hui pour qu'il y ait au moins changement de la Constitution? Qu'est-ce qui pousse à une vitesse, à une allure aussi importante pour que l'on place sur la table cette question de la Constitution? Merci beaucoup. Déjà, cette Constitution a déjà connu une révision en 2011. Bien sûr, voilà.
Et ce qui était à la manœuvre de cette révision, c'est le même qui ont œuvré pour qu'on ait cette constitution. Je crois que 5 ans après, ils avaient trouvé qu'il y avait de quoi corriger. Aujourd'hui, notre constitution, je crois, doit avoir 20 ans. Et qu'il y a des dispositions. Aujourd'hui, au regard du fonctionnement de l'État, je vais vous donner un cas très simple. Nous connaissons un problème très sérieux, le problème de l'instabilité des institutions provinciales. Et c'est chaque jour ou pratiquement chaque mois qu'on apprend que tel gouverneur est éjecté ou tel gouverneur connaît une motion de défiance. Cette crise, parce que aujourd'hui le pouvoir qu'a les constitutions et qu'a les provinces, c'est d'ailleurs verrouillé dans l'article 220, on ne doit pas les limiter, a permis qu'on ait une assemblée provinciale et un exécutif provincial. Mais vous allez vous rendre compte que l'instabilité ne favorise pas le développement de nos provinces. Vous voyez, je vais simplement me limiter pour ces cas-là. Alors, pour un nombre d'États, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse simplement conduire par des politiques qui ne pensent qu'aux élections. Pour un nombre d'États, doit penser la République d'abord, penser au-delà des élections. C'est comme ça que moi je dis, il ne faudrait pas... C'est vraiment une approche minimaliste de directement associer le changement de la Constitution au mandat du président de la République. Parce que le président de la République peut travailler pour le changement et il ne se présente pas. C'est possible. Il peut conduire le changement et dire non, je vais présenter un dauphin. Par exemple. Par exemple. C'est qui atténuerait d'ailleurs beaucoup de hargne. Effectivement, donc pour dire que c'est une accusation qui est prématurée parce que le changement de la Constitution, c'est une autre chose. Consulter le peuple pour un troisième mandat, ça en est encore une autre. Alors donc, moi je pense que c'est la crise dont on nous présente, c'est une crise artificielle qui est créée par les politiques et pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. Voilà. Alors, voilà, on a dénoté, hein, au-delà de tout, ça fait partie des chocs de démocratie que l'on arrive justement à mettre sur la table, ce débat qui devient de plus en plus houleux autour du changement, de la révision ou du maintien de la Constitution. Hein. C'est 3 aspects, c'est le changement, le maintien, pour l'opposition évidemment, et la modification pour ceux qui sont encore au pouvoir, bien que ça devienne de plus en plus radical, parlons là de changement de la Constitution. Il y a un autre dossier sur la table, maître Hugo Bon, joli double prénom quand même, hein. Hugo Bon, hein, parce qu'il y a aussi des Hugo mauvais, comme celle qui est avec moi, peut-être bénéficiera de cette qualification. Revenons sur un autre sujet qui est aujourd'hui également fait l'actualité, qui est sur toutes les langues. Le pont qui a entre ce sujet et ce dont on vient de parler, c'est que Moïse Katumbi, par exemple, ce matin, lors de sa sortie médiatique, sans pour autant faire sa communication, dit, voilà, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a énormément de choses. Il y a l'insécurité également dans la capitale, ce qui fait que, voilà, parlons comme ça de la gestion du régime actuel, qui ne devrait pas, selon lui, changer de constitution pour partir, laisser libre cours à une autre personne qui viendra changer les choses. Et revenons sur l'insécurité dans la capitale. Le président de la République, on l'a vu très très en colère l'autre fois lorsqu'il est descendu à la place du marché central appelé communément Zondo. On arrive, quelques jours après, il nomme une task force, on va dire ça comme ça, menée par le général Kasongo Kabui, qui pour justement essayer de travailler sur l'assainissement de la ville, également pallier à cette situation de l'insécurité, alors qu'il y a un ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il y a également la police nationale de la ville de Kinshasa, par-dessus tout le gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur ce point, quelle lecture faites-vous ? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord porter une petite correction. Je pense que bien sûr. La task force porte aussi la salubrité et le problème des embouteillages. D'accord, ça c'est bien. Le problème de l'insécurité. Alors, concernant le problème de l'insécurité, c'est un fait. Je ne peux pas le nier parce que nous le vivons dans la société. Mais je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont conjugués. Entre autres, nous avons vu le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, se mettre en œuvre pour mettre en place la loi de
réforme de la police. Laquelle loi, après diagnostic de problèmes qu'on a de notre police, parce que lorsqu'on parle de la sécurité, il faut se poser la question, la sécurité avec quelle police? Ok. Notre police a connu un abandon de plusieurs années, je ne vais pas revenir sur ça, mais on a des problèmes au niveau du recrutement de la police, on a un problème au niveau des équipements de la police, on a un problème au niveau de la mobilité de la police, un problème au niveau de la vie, le social de la police. Qui est le responsable? Et effectivement, tous ces problèmes diagnostiqués trouvent sa réponse dans la loi de programmation qui a été promulguée le 1er juin 2025 par le président de la République. La loi de programmation, étalée dans 5 ans, ressort le problème de la police et les budgétise. Je crois que le budget total fait de 2,5 milliards de dollars. Et chaque année, la République doit mobiliser 500 millions pour répondre au problème de la police. Dans l'entretemps, il y a les écoles de la formation qui ont commencé parce que pour avoir la sécurité, il faut un policier de qualité. Alors, il y a des mesures structurelles qui sont prises, mais aussi des mesures spontanées. Par exemple, on a connu l'opération Ndobo. L'opération Ndobo, c'est une réponse à ce banditisme urbain. Aujourd'hui, je peux dire sans se tromper de chiffres, plus de 6000 délinquants ont été arrêtés dans le cadre de cette opération-là. Il y a des efforts qui, je ne dirais pas qu'on a atteint 100% la question de la sécurité. Alors, revenons par rapport aux responsabilités, parce que vous l'avez évoqué. Par rapport à la loi sur la libre administration des provinces, la sécurité dans la province revient au gouverneur. C'est d'abord le gouverneur qui doit répondre de l'insécurité de son entité. Voyez-vous, je crois qu'il n'y a pas longtemps, on a vu, permettez comme on parle de l'insécurité, que j'en parle, le VEPM a convoqué une réunion de comité local de sécurité où le gouverneur a pris part. Il a rappelé qu'il était important, étant gouverneur, que dans différentes entités, commençant par les quartiers, montant par la commune et la ville, que de réunions de sécurité se tiennent. Dans lequel réunion on diagnostique, chacun dans son entité diagnostique le problème qu'il a et essaie de solutionner. Par exemple, dans une commune, je peux donner une commune de Kasavubu, si le bourgmestre tient régulièrement ces réunions avec le service, je parle l'ANER, la police avec lui, et qu'ils arrivent à diagnostiquer le problème de Kasavubu. Si c'est le Koulouna, ils peuvent savoir que souvent, si on a des Koulouna chez nous, parce que ce sont des enfants de Kasavubu qui sont en rivalité avec les enfants de Kalamo. Vous voyez, ils arrivent à diagnostiquer leurs problèmes. Si à leur niveau, ils peuvent apporter la solution, tant mieux. Mais s'ils n'arrivent pas, ils relèvent en haut. Vous voyez. Et c'est cette chaîne-là que le VEPM insiste que ces réunions se tiennent régulièrement. Voyez. Donc il y a des efforts, mais seulement chaque responsable doit s'y mettre pour que la population bénéficie de la sécurité. Puisqu'on en parle, on a quand même vu, face à tous ces défis, face surtout à la saleté, il faut le dire, Kinshasa est très sale, l'ombre d'une capitale aussi pas propre, on peut quand même le dire comme tel. On voit le général Kassongo Kabouik à la tête de cette tâche. Comment vous interprétez cette nomination? N'est-ce pas là aussi une cacophonie en termes de pouvoir, sachant bien qu'il y a déjà un gouverneur qui devait quand même s'occuper de cette tâche, mais néanmoins on arrive à nommer un autre, des structures. Kassongo sera bien payé, le général, il sera bien payé. Il y a encore un gouverneur provincial qui sera payé. Il a les ministres attachés à ces responsabilités. Malheureusement, on se trouve devant une cacophonie en termes de gestion de pouvoir. Merci beaucoup, Madame Ebenezer. Je pense que nous avons tous suivi, c'est par rapport au compte rendu du Conseil de ministres, voilà, où on a dit que le président de la République met en place une task force. Et dans cette task force qui est confiée au général Kassongo Kabouik, mais aussi dans la composition, il y a aussi le VEPM de l'intérieur, il y a le VEPM de la défense. Okay. Donc le général Kassongo n'est pas seul. Non, il n'est pas seul. L'environnement, la police, mais aussi la ville de Kinshasa.
Donc, dans une série de crises, Oui, ou bien un Pour groupe pallier de travail. urgemment à une situation. Effectivement. Alors, je pense que nous avons tous suivi le président de la République. D'ailleurs, les services ont laissé des images circuler. Combien le président de la République était très furieux de voir la saleté dans La crasse, autour de ça. un autre niveau de saleté. Donc, je pense que c'est au gouverneur de la ville de Kinshasa de s'interroger. Pas nous, mais c'est que la population Ah oui, veut. vous avez bien fait de parler du gouverneur. Effectivement, Évidemment. que nous soyons dans un environnement salibre. C'est le résultat que nous voyons. Moi, je vais personnellement pas revenir sur des questions de compétences, de tout, mais je pense que le président de la République a trouvé que c'était important qu'ils s'en saisissent. Parce que la ville de Kinshasa demeurait sale, même s'il y a un gouverneur, mais c'est le miroir de la République. Ouais. Et C'est toute la le République qui est premier contre. critique arrive même au niveau du président de la République. Donc moi, je trouve que cette démarche est bien fondée et nous espérons que cette task force va donner... Mais le n'est-ce pas là résultat. une voie de sortie pour Daniel Bumba? On se dit, bon, On s'est dit que parce non, que ces vous jours avez restent à dit, compter à la tête justement. de la ville. bon, comme il n'a pas été à la hauteur de certains enjeux, notamment liés à l'assainissement, qui reste, on a entendu des slogans par-ci par-là, Ebenezer, Kinshasa, Parce que Zoboma, Kinbopeto et tout ça. Voilà. Le Et, président n'ayant pas appelé, déjà interdisant à ce qu'il y ait quand même, avec tout ce qui se passe au cours de la situation sécuritaire, il ne faut pas de déchéance de certains gouvernants, bon, on les garde encore, mais il est quand même sur sa voie de sortie. il y a d'ailleurs le président de la République a dit, je cite, si vous n'êtes pas capable de le faire, dites-moi, on va trouver quelqu'un d'autre. D'autres personnes à la tête. J'espère que l'Assemblée provinciale vous écoute. Oui, bien sûr. Mais une assemblée quand même qui est mou, on la sent pas sur le terrain. Elle est partout, mais sauf sur le terrain. Nous partageons cet avis parce que merci, finalement. En voyant le président de la République descendant Lui-même. tonnant, et l'Assemblée provinciale ne fait rien, même pas inviter le gouverneur pour avoir des explications. Justement. Alors, on s'étonne du comportement de l'Assemblée J'ai provinciale. dit à quelqu'un en off, moi je pense que la manière par laquelle on devait Est-ce qu'on doit quand également même au gouverneur, mettre Eben, sursoir cette assemblée? la manière par laquelle on arrive à devenir gouverneur, pour moi également, quand on peut prendre 52 députés provinciaux à ses bottes, c'est fini. Et pourtant, si c'était un vote direct par la population, ça allait être un autre sujet. Bon, bref. En vous suivant, je dirais que vous avez rejoint les C4. Non, pas du tout. Je suis en train C'est de parmi les observations. Je suis en train d'émettre juste Ok, une réflexion. la coalition pour le changement de la Constitution. Coalition des Congolais. Non, c'est un combat C4 contre C64. Bon. On verra bien Ce qui est qui sûr, sera. c'est qu'il y a un C qui- C'est la riposte politique. Il y a un C. Ah, ok. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un C qui gagnera et ce C, c'est le Congo. Merci beaucoup. Non, maître. c'est le peuple qui va gagner. Oui, le C comme Congo, justement. Oui. Derrière lequel se cache toute une Bien population. sûr. Merci beaucoup, maître Hugo Bon Kiambi, d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est la toute moi première qui fois vous que nous sommes remercie. en votre compagnie, ou vous êtes à notre compagnie et à celle de nos téléspectateurs dans ce programme. On a épuisé nos 35 minutes. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage ce matin? Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir, on ne peut pas empêcher un peuple de s'exprimer. Et la question du changement ou pas de la Constitution, c'est une question qui relève de la souveraineté des pays. Donc, le débat autour ne soutient que la vitalité démocratique et nous le saluons. Merci Magnifique. beaucoup. On ne peut pas empêcher un peuple de réfléchir. Et ces débats, tous ces débats, c'est juste de la vitalité démocratique. Merci encore, maître. Je rappelle vous que vous êtes remercie. juriste et vous êtes acteur politique, analyste politique. En même temps, nous espérons vous retrouver très bientôt avec la pertinence de réflexion dont vous avez fait montre dans ce programme. Nous continuons, chers téléspectateurs. Pour ceux qui nous ont écrit, Nathan Bangui depuis la commune de Matete, j'ai vu ta question, mais bon, on est déjà au-delà. On en a parlé, on a réfléchi également autour de ça. Continuez de nous faire parvenir vos messages, nous ferons un effort de vous répondre. On va prendre une toute petite pause, le temps pour nous d'enchaîner avec un autre invité qui est déjà dans nos murs, que l'on a annoncé. Petite pause musicale, je crois que la réalisation est avec nous et on va se retrouver juste après. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Merci.